bonsoir à ceux qui sont ici en présentiel. Pardon pour ce petit flottement. Je m'assure simplement que tout le monde peut m'entendre et surtout peut voir aussi à distance. Alors, en principe, là, à distance, vous devriez entendre aussi. C'est bon? Ok, très bien. Je suis rassuré. Euh, Voilà, ok. Bon, j'ai coupé mon retour son, parce que sinon je m'entends avec du décalage. Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir à l'ICP. Vous avez pu découvrir le campus, peut-être en arrivant, pour ceux en tout cas qui sont en salle. Pour ceux qui sont en distanciel, bah, vous découvrez simplement la salle W22, en tout cas pour ce qui est de son piédestal. Salle W22 qui est l'une des salles dans laquelle vous aurez régulièrement cours en première année si vous candidatez et si vous décidez de vous inscrire au cycle Phi. Vous avez déjà une forme d'immersion qui vous donne une idée d'où se tiennent les cours. Pour ceux qui sont en distanciel, vous avez encore moins de lumière que ceux qui sont en présentiel, ce qui donne déjà une atmosphère un peu nocturne comme celle des cours du soir du cycle Phi, parce que je suis sûr que vous êtes déjà un petit peu renseigné sur le fonctionnement de ce cycle et que c'est ça aussi qui vous motive pour être là aujourd'hui. Alors je vous propose de procéder en deux temps. D'abord, je vais vous présenter le cycle, je vais vous présenter aussi les modalités d'inscription. Et ensuite, je vous donnerai la parole, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, pour que vous puissiez éventuellement éclaircir des zones d'ombre. Je procéderai aussi en deux temps dans les questions, puisqu'initialement on avait prévu de faire un Teams, mais il y a eu un malentendu, il semblerait, avec la communication, et donc la chose se fait en Vimeo. Donc je prendrai d'abord les questions de la salle, et puis ensuite les questions du distanciel, qu'il vous faudra écrire dans la discussion. Par ailleurs, dans la discussion, un lien va vous être communiqué pour que le fichier qui est diffusé derrière moi en ce moment vous soit accessible plus lisiblement, puisque c'est lisible pour ceux qui sont en salle, mais un peu moins pour ceux qui sont en distanciel. Voilà donc pour les préambules. Je me présente peut-être pour commencer. Je suis Pierre-Alban Gutkin-Guinfolo, le directeur du cycle Phi, qui est donc une licence de philosophie en cours d'histoire ici à l'Institut catholique de Paris. Pour le présenter, ce cycle, dans les grandes lignes, je vais vous donner quelques éléments, alors qui ne vont pas être très exotiques si vous avez déjà regardé un petit peu sur le site internet ou si vous êtes déjà un petit peu informé sur le fonctionnement de ce site. Donc c'est une formation qui est réalisée par la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, qui existe depuis 2010. Elle a été fondée par mon collègue Jérôme de Gramont, dans le but précisément d'offrir des cours du soir pour des actifs qui n'ont pas le temps de se former en journée. Cette formation est philosophique, elle a été conçue donc avec un esprit d'ouverture qui caractérise justement la rationalité philosophique. Et c'est une formation d'excellence, vous pourrez le constater par vous-même, du fait déjà de la qualité des enseignants qui sont réputés. Nous fonctionnons comme beaucoup d'universités françaises avec des enseignants qui sont intégrés et aussi des enseignants qui sont vacataires et qui sont recrutés pour leurs compétences sur les matières qui sont enseignées. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. C'est une formation, donc, je vous le disais, en philosophie qui est complète, exigeante et reconnue. Si elle est complète, c'est précisément parce qu'elle s'intéresse à tous les aspects de la pensée philosophique, depuis l'Antiquité jusqu'aux problématiques les plus contemporaines. Et d'ailleurs, le cycle a été pensé de manière sédimentaire, c'est-à-dire que la première couche appelle la seconde, et donc en première année, vous travaillez sur les auteurs antiques, puis ensuite on progresse vers les auteurs médiévaux, puis vers la modernité, etc., jusqu'à rejoindre la philosophie contemporaine, et ce donc en 4 ans, mais je reviendrai sur la segmentation des années tout à l'heure.
Une attention particulière est donnée à l'accompagnement des étudiants. Ça fait partie comment dire, des caractéristiques typiques de l'Institut catholique de Paris. Nous apportons, enfin, nous mettons plutôt un point d'honneur à ce que les étudiants soient accompagnés pédagogiquement dans leur cursus et le plus individuellement possible, surtout lorsque l'on sait que vous êtes des étudiants ou de futurs étudiants un peu spéciaux, étant donné vos situations de vie. Alors on essaye d'en tenir compte évidemment au maximum dans le cadre de notre réflexion quand on imagine le fonctionnement du cycle, mais aussi pour des questions qui sont plus personnelles relativement à la pédagogie. Une pédagogie donc et des horaires qui sont aménagés, je vais y revenir, mais je peux le dire déjà, ce sont des cours donc, qui ont lieu le mardi soir de 20h à 22h, le jeudi soir au même horaire, et 5 samedis par semestre, le matin et l'après-midi. C'est une belle journée de philosophie. L'objectif de cette formation, c'est d'acquérir une culture philosophique classique, et c'est précisément l'objectif d'une licence qui est proposée ici, allant de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Cela consiste à lire et à comprendre des textes, non pas seulement les lire, puisque les lire, ça pourrait n'être qu'une attitude de surface, mais véritablement les comprendre, c'est-à-dire se les approprier, les critiquer, non pas pour dire le contraire de ce que les auteurs et les penseurs que nous avons en héritage ont à nous apprendre, mais précisément pour comprendre les enjeux de chaque texte, leur contexte, et ce qu'ils ont toujours, ce qu'ils recèlent de vérité. S'approprier donc des grandes problématiques métaphysiques, morales, épistémologiques, politiques et esthétiques. Si vous avez le loisir de regarder la brochure qui est disponible sur le site internet de l'ICP, vous aurez remarqué qu'il y a à la fois des modules qui sont thématiques, qui sont disciplinaires, et d'autres qui sont portés sur des auteurs. Évidemment, il y a des auteurs ou des traditions qui sont particulièrement intéressantes et pertinentes en philosophie. Il y a aussi des champs disciplinaires de la philosophie, comme l'esthétique, comme la philosophie politique, comme la philosophie morale, qui ont leurs problématiques propres et qui supposent un apprentissage et une formation pour s'emparer de l'importance de ces questions. Et enfin, apprendre à argumenter à l'écrit et à l'oral, puisque la validation des modules se fait par des partiels ou par du contrôle continu, qui sont des épreuves essentiellement écrites, mais en fin de cursus, en 4e année, vous est imposé un exercice d'oral de maturité, visant à inscrire vos connaissances dans le long terme, à partir d'un texte, à partir d'une question. Voilà donc pour la présentation générale du cycle. Si je rentre ensuite dans le détail un peu plus technique de l'organisation du cycle, alors pour ceux qui sont en distanciel, le lien du PowerPoint devrait arriver, c'est mon collègue technicien qui va vous le mettre dans la discussion. Voilà, il y a un petit peu de latence, donc évidemment vous ne voyez peut-être pas très bien là, mais tout ce que je dis à l'oral et ce qui est écrit sur les diapos, un petit peu de patience et ça arrive. Merci. Une inscription qui est conditionnée à un bac plus 3, c'est-à-dire que pour candidater au cycle Phi, il faut déjà avoir obtenu par le passé une licence. C'est ce qui explique que le volume horaire de cette licence est plus faible qu'une licence classique. Donc ça, c'est une condition importante. Et vous ne pouvez donc candidater au cycle Phi qu'à avoir déjà obtenu au minimum une licence dans n'importe quelle autre discipline. Une formation qui est composée de 8 semestres, alors généralement en 4 ans, mais vous allez voir qu'il peut y avoir des subtilités. Donc 8 semestres de 3 cours chacun. 3 cours par semestre, le mardi soir, le jeudi soir et 5 samedis par semestre, de 10h à 12h30 le matin et de 14h à 16h30. Et c'est un enseignement qui est proposé en première et en deuxième année seulement, donc j'insiste bien, en première et en deuxième année seulement, en hybride. En hybride, c'est-à-dire dans le format que nous sommes en train de réaliser en ce moment, en présentiel donc, et en distanciel, alors synchrone, c'est-à-dire en même temps. Pour le moment, la troisième et la quatrième année ne sont pas en hybride pour des raisons d'effectifs. Il se peut qu'à l'avenir, les choses évoluent, mais pas de garantie là-dessus. En fait, ça dépend des effectifs des troisième et des quatrième années. Pour ce qui est du distanciel,
pour dire les choses de manière claire, en tant que directeur, ça n'est pas la chose à l'égard de laquelle je suis le plus favorable. C'est une nécessité pour certains, mais c'est une nécessité qui doit être explicitée et qui doit être motivée auprès du directeur en début d'année. Donc il faut justifier par exemple d'un éloignement géographique ou d'une situation personnelle qui ne permet pas de faire autrement. Mais j'insiste beaucoup sur l'intérêt que les étudiants peuvent avoir à suivre les cours en présentiel. Évidemment, c'est une charge peut-être de plus et on s'imagine qu'on perd en souplesse en refusant le distanciel quand il n'est pas motivé, mais en réalité, c'est aussi une condition d'apprentissage nécessaire. Et si vous avez l'occasion dans les prochains mois de fréquenter des camarades, non pas de votre promotion, mais des autres promotions, vous verrez qu'à l'unanimité, ils sont tous d'accord pour dire que le présentiel n'a pas son pareil en distanciel. Bon, en même temps, tout le monde est content aussi d'avoir un peu de distanciel de temps en temps. Et je le comprends. Donc c'est pour ça qu'on propose cette formule, mais j'insiste bien sur l'intérêt que vous aurez à suivre les cours en présentiel. Intérêt d'ailleurs qui est partagé, puisque en tant qu'enseignant, on a plus de plaisir évidemment à enseigner à un amphithéâtre avec des personnes qui sont là en chair et en os, plutôt qu'à un écran interposé. Donc j'y tiens beaucoup et je tenais à le dire. Je poursuis. Donc là, évidemment, pour ceux qui sont à distance, j'espère que vous allez bientôt avoir le lien, parce que vous risquez de ne pas voir grand-chose. Bon, je vais m'appesantir peut-être plus longuement sur les choses qui sont écrites en petit, et même pour ceux qui sont en salle, c'est peut-être pas forcément l'idéal pour le voir. C'est une formation initiale, ce diplôme, ce qui signifie que le CPF n'est pas utilisable. C'est une information probablement importante pour certains d'entre vous. Les modules sont des modules, donc chaque cours, un cours est un module, dure 24 heures, répartis sur 12 séances. Donc ce sont des cours de 2 heures, sauf le samedi où vous avez vu que c'était 2 séances de 2h30. Donc 5 heures de cours le samedi. Chaque module est évalué par du contrôle continu, c'est-à-dire un devoir qui peut être donné à faire à la maison ou sur place, ça dépend, ou à distance, selon les souhaits de chaque enseignant. Ce contrôle continu, il est tout à fait laissé à l'appréciation de chaque enseignant. Donc il peut prendre des formes très très différentes. Ça peut être une introduction de dissertation, ça peut être un devoir de dissertation complet, un commentaire de texte, des questions de cours. Bon, là, je laisse totale liberté aux enseignants. Donc ça peut varier en fonction des enseignants. Ce qui ne change pas en revanche, ce sont les partiels ou le contrôle terminal qui se tiennent, donc ces partiels 2 fois par an, en janvier et en mai. Et ils ont toujours le même format. Vous avez au choix une dissertation ou un commentaire de texte. Vous verrez que certaines disciplines, enfin certains modules sont plus propices à la dissertation, d'autres plus au commentaire. En tout cas, vous aurez toujours le choix et le format sera toujours le même. Les 3 premières années du cycle Phi, qui en compte 4, sont sanctionnées par un diplôme universitaire de philosophie qui vous sera remis si vous réussissez à obtenir toutes les années jusqu'à la 3e. Et la 4e année est sanctionnée par un diplôme de baccalauréat canonique de philosophie. Baccalauréat canonique, c'est l'équivalent d'une licence dans la dénomination du Vatican. Et aussi, vous êtes sanctionné par un diplôme national de licence. Alors c'est évidemment, vraisemblablement pour vous, le plus important. Nous avons besoin d'une convention avec une université publique pour décerner des diplômes nationaux de licence. Notre convention avec une précédente université a été rompue l'année dernière, donc nous sommes actuellement en recherche d'une nouvelle convention. C'est pour ça que j'ai indiqué que c'était sous réserve d'une nouvelle convention que nous pourrions délivrer des licences d'État. Les partiels sont donc en janvier et en mai, le samedi 13 janvier pour le premier semestre et le samedi 11 mai pour le deuxième semestre. Alors, les dates sont susceptibles d'être modifiées. En général, ça n'est pas le cas, mais je préfère le noter parce que parfois, il n'y a plus de salles disponibles pour des événements qui prennent la priorité sur les partiels. Mais en tout cas, les partiels ont toujours lieu le samedi pour faciliter évidemment votre venue sur le site. J'indique aussi que ceux qui s'inscrivent en distanciel dans le cycle Phi doivent nécessairement suivre les partiels, enfin réaliser leurs partiels en présentiel. On ne peut pas faire les partiels en distanciel. Je poursuis.
Le cycle se réalise donc en 2 formules possibles pour la première et la deuxième année. Donc en première et en deuxième année, vous avez la possibilité de suivre les cours en présentiel et en distanciel. Vous avez la possibilité de suivre les cours en plein temps ou en temps aménagé. Le plein temps, c'est le fait de choisir tous les cours, c'est-à-dire 6 cours par an, 3 par semestre. Le temps aménagé consiste à choisir 3 cours sur les 6. Donc ça peut être les 3 au premier semestre et rien au second, tout au second. Toutes les combinaisons sont possibles. 2 au premier, 1 au second, 1 au premier, 2 au second. Je pense que j'ai fait le tour des possibilités. Vous choisissez le format qui vous convient le mieux. Ça peut être en raison de vos disponibilités, ça peut être en raison de votre prédilection pour une matière plutôt que pour une autre. Bref, tous les motifs sont bons. Donc c'est à vous de le choisir. Le tarif est donc de 2110 € pour une formation à plein temps par an, plus la CVEC. Alors, la CVEC, c'est la contribution à la vie étudiante et de campus. C'est une taxe nationale qui consiste en fait à payer le fonctionnement des infrastructures, que ce soit les bibliothèques, que ce soit les restaurants universitaires, etc. Et donc en tant qu'étudiant, on est obligé de la payer. L'année dernière, elle s'élevait à quelque chose comme 80 €, pour vous donner une idée. Alors ça peut varier un petit peu de quelques euros chaque année, j'ai plus le tarif précis en tête. Comme je vais revenir sur le plein temps et le temps aménagé, je ne dis pas plus pour le moment, mais en tout cas, le détail des informations se trouve sur le site de l'ICP si vous ne l'avez pas encore consulté. Pour vous donner une idée de l'organisation des cours et en particulier de la première année, voilà comment les choses s'agencent. Vous avez donc 3 cours par semestre, le cours du mardi, le cours du jeudi, le cours du samedi. Au premier semestre, un cours sur Platon, donc un cours qui porte exclusivement sur la figure de Platon, donc philosophe grec antique, et un cours de philosophie générale, qui s'occupe d'aborder des questions philosophiques de manière transversale, c'est-à-dire indépendamment de l'appartenance à une tradition, indépendamment aussi de l'appartenance à un champ disciplinaire de la philosophie. Les questions donc philosophiques, bien souvent, traversent les champs. Elles peuvent être esthétiques, politiques, épistémologiques, c'est-à-dire relatives aux problèmes de la connaissance, etc. Et un cours sur Descartes. Deuxième semestre, un cours de philosophie médiévale, un cours de philosophie générale également, et un cours de philosophie antique sur Aristote. Les noms des enseignants sont ceux de l'année dernière, donc il pourrait y avoir quelques modifications, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et les thèmes des cours de philosophie générale peuvent varier d'une année à l'autre. Ça dépend en fait du programme que définit chaque enseignant. Je peux vous parler du mien par exemple. Si vous avez déjà eu la curiosité de regarder les différents cours sur le site internet, vous aurez vu que le cours que je donnais l'année dernière portait sur l'amour. Bon, l'année prochaine, ce ne sera pas sur l'amour, ça sera un cours d'initiation aux commentaires et à la dissertation. Donc je vais proposer plusieurs sujets assez éclectiques en philosophie pour que la méthodologie soit appropriée le plus rapidement possible. Ça fait suite en fait à un certain nombre de remarques des étudiants qui trouvaient la formation pauvre en méthodologie. Voilà, ça vous donne aussi une idée des variations qu'il peut y avoir. Mais c'est toujours dans le cadre d'un module qui définit quand même la ligne directrice de chaque enseignement. Donc imaginons que vous choisissiez le temps aménagé, vous auriez à choisir 3 cours parmi ces 6. Voilà, donc ça peut être déterminé par votre disponibilité le jeudi soir et pas le mardi, ou ça peut tout simplement être déterminé par votre préférence pour faire les choses de manière chronologique. En général, je suggère individuellement aux étudiants qui me le demandent de commencer par Platon, par un cours de philosophie générale, celui du premier ou du second semestre, et par Aristote. C'est une bonne combinaison de 3 cours. Ça permet de comprendre ensuite la révolution cartésienne qui est anti-aristotélicienne, contre Aristote, de manière plus claire. Évidemment, il n'y a pas de mauvaise solution à revenir à Aristote après Descartes. On comprend aussi bien Descartes et Aristote, mais si on souhaite faire les choses dans l'ordre, ça peut être une bonne option. Et puis la philosophie générale, c'est aussi une bonne manière de s'initier ou de s'introduire à la philosophie. Voilà donc pour la présentation de la première année. Pour vous donner quelques informations pratiques, je vous invite à consulter donc le site internet de l'ICP
Et vous avez un onglet international et venir étudier à l'ICP dans lequel vous trouverez plusieurs informations comme le calendrier par exemple. Si vous posez des questions sur les dates de vacances ou si vous vous posez des questions sur les dates de rentrée. Alors bon, je vous donne quand même la date de rentrée pour que vous l'ayez d'ores et déjà. Le début des cours commence la semaine du 11 septembre 2023. Comme c'est un lundi, pour vous les cours commenceraient le mardi, c'est-à-dire le 12 septembre. Ensuite, l'entrée à l'ICP se fait toujours sur la présentation d'un laissez-passer. Ce laissez-passer, ça deviendra votre carte étudiant quand vous en disposerez. Mais là, vous avez dû présenter à l'entrée donc votre mail de confirmation ou d'inscription à cet événement. Donc j'y insiste bien, une fois que vous avez votre carte étudiant, il faut toujours l'avoir avec vous quand vous venez sur le site. Elle vous sera envoyée par le secrétariat universitaire une fois que votre inscription sera achevée. Je vous propose maintenant de vous éclairer sur les candidatures. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, mais pour celles et ceux pour qui ce n'est pas le cas, je vous donne les éléments et la démarche. Puis ensuite, je vous expliquerai comment s'inscrire. Il y a d'abord une étape de candidature où on évalue chaque dossier. Et ensuite, quand les dossiers sont acceptés, vous pouvez vous inscrire. Donc pour candidater au cycle PHI, il faut aller sur le site de l'ICP, donc icp.fr. Et vous avez plusieurs chemins pour atteindre votre but. Soit vous tapez cycle PHI dans la barre de recherche en haut, soit vous mettez cursus diplômant dans le catalogue avec lettres, philosophie, humanité, et puis vous faites rechercher, et vous allez tomber immédiatement sur cycle PHI, licence de philosophie en cours du soir. Et en cliquant sur cette page, vous allez avoir le détail, donc les choses que je vous ai dites à l'instant, mais aussi deux onglets, deux boutons qui sont importants pour candidater. C'est postuler en Phi 1 temps plein et postuler en Phi 1 à mi-temps. Mi-temps, c'est l'équivalent de temps aménagé, c'est la même chose. Et ce sont ces deux onglets qui vous intéressent si vous voulez candidater au cycle Phi. Temps plein, je vous le rappelle, donc c'est 6 cours par an, et temps aménagé, mi-temps, 3 cours par an. Je ne me répète pas, je pense que c'est bon, c'est clair. Puis si vous avez des questions après, de toute façon, j'y répondrai. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton postuler, donc en mi-temps ou en temps plein, on va vous demander de vous connecter sur Sésame, qui est l'une des deux plateformes de l'ICP. Je vous présenterai l'autre juste après. Sésame ICP, c'est donc la plateforme administrative de l'Institut catholique de Paris. Et comme vous ne pouvez pas vous connecter, puisque c'est la première fois que vous arrivez sur cette plateforme, il faut que vous indiquiez que vous êtes nouveau sur Sésame. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir générer un compte et ensuite déposer votre dossier. Donc vous êtes nouveau sur Sésame et vous complétez le formulaire afin de créer un compte avec votre nom, prénom, date de naissance, courriel et mot de passe. On va vous demander ensuite d'accepter que votre candidature soit examinée et évidemment, on va vous demander si vous êtes un robot, ce que vous n'êtes pas, donc dites-le. Et ensuite, votre connexion est possible et vous pouvez déposer les pièces qui sont nécessaires à votre candidature. Donc un écran vous indique que vous avez réalisé la procédure d'inscription avec succès et un courriel vous est envoyé à l'adresse que vous avez renseignée. Vous pouvez cliquer sur le lien et ainsi confirmer votre inscription. Vous serez alors redirigé vers votre compte Sésame ICP et désormais vous serez connu de la plateforme et donc vous pourrez vous connecter. Vous ne serez plus nouveau sur Sésame. Voilà comment se présente Sésame pour déposer la candidature une fois que vous allez donc sur votre espace personnel. Vous aurez donc des informations à remplir personnelles, donc nom de naissance, nom d'usage, prénom, votre prénom, etc. Ça se fait en 5 étapes jusqu'à l'envoi du dossier. Je ne décline pas toutes les étapes, hein, les choses sont claires. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite d'évaluer votre candidature, dont je vous rappelle qu'elle est conditionnée donc à un bac plus 3 au minimum. Donc ça fait partie des pièces justificatives. Une fois que vous avez réalisé cette inscription, cette candidature, et qu'elle est acceptée, vous allez pouvoir vous inscrire. Alors, je vous en dis quelques mots. Cette inscription se fait en 2 temps, comme dans toutes les universités. Vous avez d'abord une phase d'inscription pédagogique et ensuite une phase d'inscription administrative et financière. Le volet pédagogique consiste pour nous à évaluer votre candidature et à l'accepter ou à la refuser.
une fois que vous avez déposé donc votre dossier de candidature et qu'il est accepté, vous recevez le résultat de notre examen. Et si vous êtes accepté, eh bien, il y a une inscription administrative et financière. Vous déposez donc un dossier cette fois administratif avec des pièces justificatives, dont la CVEC dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous vous acquittez enfin, dans une dernière étape, de vos frais de scolarité. Pour vous donner simplement une idée des messages que vous recevrez à ce moment-là, vous allez d'abord, dans la première étape, qui est le dépôt de dossier de votre candidature, recevoir un accusé de réception de votre dossier. Ensuite, ce dossier sera traité. Quand il aura été traité, vous recevrez le résultat de l'examen de votre candidature avec un mail qui vous indique que vous avez été retenu. Et ensuite se déclenche donc la deuxième phase qui est celle de l'inscription administrative et financière. Donc s'ensuit donc un mail. Bon, pas, enfin, le détail est très clair, hein, c'est simplement pour que ça balise les choses dans votre esprit. Et donc là, vous allez recevoir un mail qui vous invitera à compléter cette fois votre dossier administratif. Et une fois que vous l'aurez complété, vous pourrez passer à la toute dernière étape qui est celle des frais de scolarité dans un dernier message qui vous guide pour ce faire. Voilà donc pour l'inscription, et donc pardon pour ces considérations un peu techniques, mais au moins ça peut permettre peut-être de vous rassurer, de vous faire comprendre le fonctionnement de cette inscription. Une fois que votre inscription est terminée, vous avez une adresse institutionnelle qui est toujours formée de la même manière, c'est votre prénom.votre-nom @campusicp.fr. Et je vous indique d'ores et déjà que c'est le canal exclusif que nous utilisons pour communiquer avec nos étudiants. Donc c'est bien de l'utiliser et c'est bien de la consulter parce que toutes les informations transitent par là. Que ce soit un changement de salle, que ce soit une variation dans l'absence d'un enseignant, ça peut être aussi les liens de distanciel. Bref, toute forme d'information passe par ce canal-là. Je vous ai parlé d'une première plateforme qui est donc administrative et qui va vous servir essentiellement en fait pour votre inscription. Ensuite, vous y trouverez d'autres éléments comme votre agenda. Vous allez trouver donc les cours avec les salles qui y seront indiquées. Mais à part cet usage-là, ça sera vraiment un usage très rare et parcimonieux que vous aurez de Sésame ICP. Par contre, une deuxième plateforme vous sera accessible et c'est la plateforme pédagogique, ce qu'on appelle aussi communément un Moodle, qui s'intitule Formation ICP. Vous le trouvez si vous tapez sur votre moteur de recherche Formation ICP, c'est le premier lien qui apparaît. Et vous pourrez vous y connecter. Alors là, c'est une vue de mon espace personnel, mais ça ressemble en fait quasiment trait pour trait à un espace étudiant. Vous avez donc la liste de vos cours, les cours que vous recevez. Vous pouvez aussi avoir des éléments qui sont déposés par vos enseignants et qui sont à votre destination. Ça peut être des devoirs, des lectures complémentaires, des textes à travailler, des références. Ça peut être aussi utilisé pour déposer des devoirs avec des casiers numériques, mais bon, chaque enseignant a des usages différents et vous en informera dans le cadre de ses cours. Mais c'est vraiment la plateforme que vous allez utiliser le plus souvent. Donc c'est formation.icp, et vous y accédez de la même manière que Sésame. Ce sont les mêmes identifiants et même mots de passe. Voilà pour cette présentation générale. Pour les dates qui vous concernent, la date de fin d'inscription pédagogique est fixée au 21 juillet 2023. Et la date de fin d'inscription administrative, donc une fois que votre dossier a été reçu pédagogiquement et que vous êtes invité à poursuivre votre inscription sur le plan administratif et financier, eh bien la date, c'est le 31 août 2023. On vous demande évidemment de bien respecter ces dates, puisque une semaine après le 31 août, le jeudi 7 septembre, se tient la réunion de pré-rentrée. Réunion de pré-rentrée qui aura lieu de 18h à 19h à l'ICP en salle Z02. Alors vous y serez évidemment invité et vous recevrez un mail de confirmation vous permettant d'entrer dans l'ICP et d'assister à cette réunion de pré-rentrée. Et ça sera l'occasion pour moi, mais aussi pour mes collègues, de vous présenter encore plus précisément le fonctionnement du cycle. Si vous avez déjà reçu votre carte étudiant, c'est possible. Si vous avez déjà finalisé votre inscription,
vous l'aurez peut-être reçu avant le 7 septembre. Si ce n'est pas le cas, on vous enverra un mail pour pouvoir entrer dans l'ICP. Et donc, ça sera l'occasion de présenter les différents interlocuteurs de la faculté de philosophie, le doyen, le directeur de cycle, les enseignants qui pourront être présents et le personnel administratif. Et puis, ça sera aussi l'occasion de présenter les différents pôles et les différents services, donc le pôle informatique avec lequel vous pourriez être en contact, ne serait-ce que parce que vous rencontrez des difficultés pour vous connecter sur votre espace ou ce genre de choses. Et puis la bibliothèque qui est quand même un lieu très important, alors qui n'est pas forcément toujours trop fréquenté par les étudiants du cycle phi parce qu'ils sont occupés la journée, mais en tout cas, sachez que cette bibliothèque est à votre disposition et qu'elle est bien utile pour emprunter des ouvrages et pour travailler de son côté les cours qui vous sont donnés. Donc voilà, ça sera l'occasion de parler de tout cela le 7 septembre. Et j'en ai terminé pour ma présentation générale. Je vous propose de vous laisser peut-être la parole. Je peux revenir sur plusieurs points. Pour ceux qui sont en distanciel, je ne vous oublie pas. Et je prends vos questions après le présentiel. Voilà. Alors, je vois que j'ai le projecteur. Oui, monsieur. Oui. Ouais. 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 Alors, en fait, la réponse est très simple. C'est une formation de philosophie. Donc, si vous vous attendiez à avoir ou à ne pas avoir de théologie, par exemple, eh bien, ça sera exactement ce qui va se passer. Il n'y aura pas de théologie, c'est de la philosophie. Quant à l'incidence qui pourrait relever de forme de conviction, j'imagine que c'est un peu le sens de votre question, soyez rassurés, en fait c'est un enseignement neutre et parfaitement laïque. Voilà. Ensuite, il y a des cours qui sont beaucoup plus liés à la théologie, mais qui ne relèvent pas de la faculté de philosophie. Voilà. Oui. Ça veut dire qu'on va en distanciel, et si on ne peut pas venir en distanciel, on pourrait en présentiel. Oui. Donc, ça sera le même cours, on pourrait soit venir en présentiel, soit en distanciel les deux premières années. Oui, exactement. La possibilité de l'hybridation des cours, c'est offrir, dans une certaine mesure, c'est ce que j'ai signalé tout à l'heure, dans une certaine mesure de la souplesse. Ça n'est possible qu'en première et en deuxième année, mais quand vous êtes inscrit, vous avez la possibilité de venir en présentiel ou de suivre le cours en distanciel. Donc si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas vous rendre en présentiel, vous avez toujours cette opportunité du distanciel. Mais, j'y insiste, vraiment, j'y insiste pour vous et puis pour moi aussi, je tiens beaucoup au présentiel. Certains sont obligés d'être en distanciel, par exemple, parce que leur éloignement géographique ne leur permet pas d'assister aux cours en présentiel. Mais en général, on est bien rémunéré à venir régulièrement en présentiel. Chaque enseignant, en fait, vous indique et la salle et le lien pour chacun de ses cours. Oui. Qu'est-ce que explique une convention avec l'université pour mener la licence? Oui. Alors, des conventions, en fait, se lient et se délient. Elles arrivent au terme parfois de leur vie. Là, c'est le cas avec notre ancienne université. Et donc là, nous cherchons une nouvelle convention. Et pour autant qu'on en ait une, on peut délivrer des licences. Ouais. Oui. Oui, pardon, j'ai l'impression d'avoir le soleil dans les yeux avec le projecteur. Sachant qu'on a tous des parcours un peu différents, qu'on ne passe pas d'examen, de concours ou quoi que ce soit, sur quoi on est basé sur la situation minimum de nos Oui. L'exigence minimale, c'est l'obtention d'une licence. Il faut déjà avoir obtenu une licence, peu importe la discipline, avant, pour pouvoir s'inscrire au cycle phi. Donc effectivement, la diversité des parcours, en réalité, n'est pas du tout un obstacle, c'est plutôt une richesse, ne serait-ce que pour la socialité du cycle. Les promotions s'entendent assez bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de milieux différents et de professions très différentes, d'âges aussi très différents. D'ailleurs, la salle le montre bien. Et donc, c'est pas, il ne faut pas se dire que si on a un diplôme d'ingénieur, par exemple, on n'est pas en mesure de faire le cycle phi. On reprend tout de zéro. Simplement, l'exigence que nous avons, c'est une exigence de compression des volumes horaires, puisqu'on a moins de cours dans cette licence que dans une licence classique.
Donc pour que ce soit acceptable et pour que le résultat de cette licence soit véritablement authentifié, il faut déjà qu'il y ait eu une licence par le passé. C'est ce qui explique que, par exemple, il n'y a pas de TD et qu'il n'y a que des cours magistraux dans cette licence. Mais donc pas d'inquiétude, si vous pensez venir d'un environnement qui n'est pas suffisamment philosophique à vos yeux, il le deviendra. Non, ma question, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que moi je vais être ici et pas mon collègue à droite ou Mario? Oui, bah, c'est simplement le critère d'une licence et il y a une lettre de motivation aussi. Vous verrez dans le document de... Hmm. Personnel, mais moi je suis diplômé en septembre cette année, D'accord. donc pas de soucis pour la licence, etc. Mais est-ce que du coup c'est problématique pour étudier chez vous? Vous êtes diplômé, vous voulez dire en licence à partir de cette... En master 2, Bah, vous avez déjà une licence, donc c'est bon. non, parce que j'ai fait programme auto école après prépa, donc j'ai pas d'équivalent de licence. Je suis un diplômé, Ouais, donc c'est bon pour candidater auprès de ouais, vous. ouais, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. Et une dernière question. Débrouillez-vous pour avoir votre master quand même. Comment? Débrouillez-vous pour avoir votre master. Oui, 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 ça devrait le faire. Et dernière question, après je laisse la parole à mes futurs collègues. Le nombre limite d'étudiants, est-ce qu'il y en a ou c'est ouvert? Ouais. Les dernières années, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait entre 60 et 80 étudiants en première année. On n'a pas de numerus clausus. En revanche, à partir de 70, 75, 80, on atteint un seuil qui nous semble recevable. Voilà. Après, s'il y en a 85, voilà. Et s'il y en a 60, c'est très bien aussi. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Sur la réunion en tout, Pardon? il y a combien de personnes sur Il y a combien de personnes? la réunion? Alors, les inscrits, je peux vous donner. Je ne peux pas voir combien de personnes sont effectivement là, mais par contre, je peux vous dire combien de personnes étaient inscrites. On a déjà, on a déjà 50 demandes. J'en profite aussi pour vous présenter Madame Mourier, qui est l'assistante du doyen et qui est une interlocutrice privilégiée pour les enseignants et pour les étudiants, et qui s'occupe de l'organisation administrative de la faculté de philosophie. Merci Elisabeth. J'ai plus les chiffres en tête. Si je vous les donne, ça va vous faire peur. Mais ça va vous faire peur sans pour autant que ça soit justifié, parce qu'il y a toujours un engouement pour cette réunion, et ensuite, forcément, il y a des réponses aux questions qui contraignent les désirs des futurs étudiants. J'arrive plus à trouver. Bon, sachez qu'il y a déjà une cinquantaine de candidatures déposées, qui sont des candidatures recevables. Ouais, qui sont des candidatures recevables. Mais j'imagine déjà que parmi vous, certains ont candidaté. Oui. Est-ce qu'au cours de l'année, on a des étapes qui permettent de savoir si on est Oui. sur la bonne direction, enfin dans la bonne Ouais. direction, et si on progresse? Oui, je comprends ce souci. Ouais, bien sûr, bah, c'est un souci tout à fait légitime. C'est pour cette raison en fait, qu'il y a du contrôle continu. Donc c'est en cours de semestre, une évaluation. Il peut y en avoir plusieurs, ça dépend des enseignants, mais en règle générale, c'est quand même plutôt une évaluation qui prend des formes différentes. Comme je le disais tout à l'heure, ça dépend véritablement de l'intention de l'enseignant, ça dépend aussi du module qui est enseigné. Et le but, c'est déjà d'avoir un premier baptême du feu avant le partiel. Ça permet de se situer, ça permet de reconnaître ses difficultés ou ses atouts, et ça permet de se rassurer donc, avant le partiel. Le contrôle continu est coefficienté 1, le partiel est coefficienté 3. Donc vous voyez que la vocation du contrôle continu, ce n'est pas tellement de performer et d'augmenter ou de baisser sa moyenne, l'impact est assez faible. En revanche, ça permet quand même de se situer par rapport aux exigences de l'exercice. Voilà, donc le contrôle continu, vous en aurez dans chaque matière, précisément pour cette raison. Oui. Quelle est en gros un peu la charge de travail par semaine? Je suppose que c'est très variable selon les étudiants, Ouais. mais est-ce que vous avez une moyenne? Oui, bah, la réponse, en fait, vous l'avez donnée. C'est-à-dire que si vous êtes en temps plein, vous avez donc déjà lycée sur le semestre, 6 heures de cours.
Évidemment, il y a des semaines qui sont un peu plus chargées, parce qu'il y a des semaines avec samedi et des semaines sans samedi. Mais donc lycée sur le semestre, c'est 6 heures de cours de philosophie, de cours magistraux par semaine. Ensuite, suivre un cours magistral, ça suppose de reprendre son cours, de relire pour l'avoir en tête, pour ne pas être perdu quand le cours reprend. Donc pour certains, la chose va vite, parce que les notes sont bien prises. Pour d'autres, peut-être parce que aussi l'habitude de prendre des notes est un peu datée, eh bien, ça prend un petit peu plus de temps. Pour certains qui ont des réflexes d'écriture et de pensée, les choses peuvent aller plus vite, et pour d'autres, plus lentement. Je dirais qu'il faut au minimum prévoir pour 1 heure de cours magistral, pour 2 heures de cours magistral, 1 heure de travail en marge, c'est-à-dire de relecture avant et après. Et puis après, le puits est sans fond. Hein. Si vous voulez approfondir vos connaissances, lire d'autres textes complémentaires ou étendre la lecture des extraits à la lecture des œuvres, là, vous tombez dans une dimension parallèle où le temps n'existe plus. Donc oui, là, après, ça peut devenir un autre type de travail. Mais j'insiste sur le fait aussi que chacun vient avec des attentes et des intentions très différentes dans le cycle phi, et que pour certains, effectivement, ça peut être l'occasion d'une reconversion, ça peut être l'occasion aussi de transformer un temps de loisir en un temps de travail, alors que pour d'autres, c'est un à côté par rapport à une vie professionnelle et une vie personnelle déjà bien remplie. Donc forcément, on n'aura pas les mêmes attentes à l'égard du cycle. Et donc on peut viser 12 de moyenne comme on peut vouloir viser 18. Et forcément, en fonction de l'objectif que vous vous donnez. Mais au minimum, il faut quand même comprendre que ça implique du travail personnel. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a proposé ce temps aménagé, pour alléger la charge de travail. Oui. Oui, vous avez ces 2 profils d'étudiants, mais il y en a peut-être un troisième qui est le mien. Ouais. Il y a une reconversion mis à côté, c'est en fait juste une. Enfin, moi je suis déjà directeur, la licence en soi, c'est pas forcément ce qui. Ouais. Par contre, je suis expert en intelligence artificielle. Mm. Et aujourd'hui, l'évidence, c'est qu'il faut que j'apprenne la philosophie. Ouais. Et je me demande, en fait, c'est une question très ouverte. Mm. Et moi, tout ce qui est contrôle continu, licence, Ouais. c'est absolument pas mon sujet. Mon sujet, Ouais, c'est d'apprendre ouais. d'évoluer là-dessus, parce que j'en ai besoin, et j'en ai besoin dans mon métier pour. Ouais. Vous avez raison de poser la question, parce qu'en réalité, ce que je vous ai présenté, c'est le cycle phi. Je ne sais pas si je conviens à cette formation. Je pense que vous allez avoir des éléments de réponse là. C'est un cursus que je vous ai présenté ce soir, c'est-à-dire un cycle de cours qui vous permettent d'obtenir un diplôme. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire à des cours qui ne sont pas tous les cours, mais seulement quelques-uns, en auditeur libre, c'est-à-dire dans un format où vous ne validez pas votre module, et donc vous suivez le cours, vous n'avez pas de contrôle continu et vous n'avez pas de partiel. C'est un format qui pourrait convenir peut-être à d'autres personnes. Et puis si vous parlez de l'intelligence artificielle, c'est peut-être parce qu'il y a des problématiques particulières qui vous intéressent, qui peuvent être enseignées en soirée ou aussi dans la licence de jour. Voilà. Après, ça dépend des disponibilités de chacun. Donc là, je vous invite à regarder le catalogue sur le site de l'ICP. Il y a en fait un catalogue avec recensé tous les cours qui sont donnés en licence et en master, dans lesquels on peut s'inscrire sans forcément passer par un cursus. Donc sans valider les matières, sans valider les modules et sans avoir un diplôme à la fin. Simplement pour se former sur un thème particulier. Donc par exemple, pour vous, ça pourrait être sur sciences et éthique, qui est un module qui est donné en 4e année. Voilà. Et donc évidemment, selon les profils, il y a plein de matières qui peuvent correspondre à vos attentes. Voilà. Oui. Ouais. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas, pour le moment, c'est une formation initiale, et de toute façon, ça demeurera une formation initiale étant une licence. Mais pour la question du CPF, si ça n'est pas le cas maintenant, ça pourra l'être à l'avenir. C'est aussi suspendu à l'obtention de la convention dont il était question tout à l'heure, puisqu'en inscrivant dans cette convention la possibilité d'être référencé, alors je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais donc au registre national des certifications professionnelles, eh bien, ça peut déboucher sur cette possibilité-là. Mais je suis dans l'impossibilité de m'y engager là. Voilà, c'est ça ma difficulté. C'est pour ça que je préfère prévenir en disant que ça n'est actuellement pas le cas,
que nous œuvrons pour que ce soit le cas, mais que ça ne signifie pas que ça le sera pendant la durée de votre cursus. Oui. Oui. Alors, je réalise aussi peut-être qu'en distanciel, vous n'entendez pas forcément les questions. J'espère que mes réponses vous permettent de comprendre le sens des questions. Donc là, la question est celle d'un cahier de vacances. À quel cahier de vacances partir pour se préparer au mieux au cycle Phi? Alors, il y a déjà des éléments de réponse dans les différentes matières que j'ai montrées tout à l'heure, dans le tableau que j'ai montré tout à l'heure. Si vous allez sur le site, vous allez avoir les différents cours de la première année qui sont listés avec un argument, c'est-à-dire avec une présentation du cours. Quand je vous l'indiquais tout à l'heure, les arguments peuvent changer d'une année sur l'autre, peuvent varier. Mais bon, par exemple, sur Descartes, ça restera un cours sur Descartes. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de votre été, lisez les méditations métaphysiques. Ça ne sera jamais du temps perdu. Et même si vous ne vous inscrivez pas au cycle Phi, lisez les méditations métaphysiques de Descartes. Et faites-le maintenant, n'attendez pas l'été. Le printemps, c'est très bien aussi. Non, mais voilà, donc je plaisante. Mais vous avez des indications bibliographiques à la fin de chaque argument qui vous permettent de vous guider déjà en amont. Donc, si vous êtes soucieux de faire une bonne rentrée et de bien comprendre et déjà de profiter de votre été pour faire de la philosophie, vous aurez des indications bibliographiques à la fin de chaque argument. Voilà, je pense que ça vous donne déjà des éléments. Oui. Oui. Est-ce que c'est possible soit de ponctuellement suivre le cours en distanciel ou alors d'être absent, d'avoir accès à un enregistrement du cours par la suite? Oui. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, est-ce qu'il est possible de basculer de présentiel à distanciel? La réponse est oui, mais évidemment, dans la mesure du possible. Donc oui, c'est possible. Pour les absences, on a une politique beaucoup plus souple que pour le cursus de jour. Parce qu'évidemment, on n'est pas sans savoir que quand on est professionnel, on n'a pas exactement les mêmes contraintes que quand on est étudiant dans la journée. Cela dit, en théorie, au bout de 3 absences dans un cours, normalement, on ne le valide pas. Donc là, on a un peu plus de souplesse, mais simplement, il faut nous en informer, il faut nous expliquer les motifs qui vous conduisent à être absent. Il n'y a pas d'enregistrement des cours. C'est un cours, c'est un événement singulier qui se passe, qui arrive, qu'on peut suivre, qu'on peut rater, et voilà. Ça fait partie de cette formation. Donc c'est en hybride synchrone, ce qui signifie que tout le monde se retrouve quand même au même moment, qu'on soit chez soi ou ici, pour le cours de 20h à 22h ou le samedi. Voilà, donc possibilité d'absence, oui, sous réserve que ce soit justifié. Et ensuite, possibilité de basculer à la marge vers le distanciel si on est contraint. Ah, pardon, c'est qu'il y avait une autre question d'abord. Oui, je réponds et je reviens à vous après. Le taux de réussite, alors je vous donne un ordre d'idée. Ça fait 2 ans que je suis responsable de ce cycle. Il y a environ, donc je vous dis, entre 60 et 80 inscrits en première année. Et il y a à peu près 15 étudiants qui terminent les 4 années et qui sont diplômés. Voilà, ça varie entre 10 et 15, ça dépend des années. Donc c'est pas tellement une question, je ne poserai pas la question en termes de taux de réussite, mais plutôt en termes de taux d'endurance, parce que ça dure 4 ans, c'est assez long quand même. Et c'est plutôt la volonté et la détermination des étudiants qui leur permet d'obtenir le diplôme à la fin. Mais il y a 100% de réussite pour ceux qui sont inscrits en 4e année. Voilà. Sauf à abandon pour des raisons qui sont complètement extérieures au cycle. Oui. J'ai une question sur l'expansion de la licence. La première, c'est est-ce que du coup, en temps aménagé, on peut aussi, on a le droit, c'est-à-dire qu'on obtient une licence à la fin, ouais. Ouais, merci de poser cette question. Donc effectivement, pour le temps aménagé, ça vous donne exactement les mêmes droits, simplement ça ralentit d'autant votre cursus. Comme vous allez valider 3 cours par an, eh bien vous allez mettre 2 ans à valider la première année. Donc ça veut dire que si vous faites du temps aménagé sur vos 2 premières années de cycle, ça va durer 4 ans. Alors si vous avez commencé votre première année en temps aménagé, vous allez devoir poursuivre en 2e année aussi en temps aménagé. Vous ne pourrez pas être à cheval par exemple sur la première et sur la 2e année en temps complet. Il faut toujours terminer une année pour pouvoir s'inscrire dans la 2e, enfin dans la suivante en tout cas.
Ouais, vous avez deux certitudes, c'est que en troisième année, vous obtenez un diplôme universitaire de philosophie. Et puis la deuxième certitude que vous avez, c'est que vous obtenez un diplôme de baccalauréat canonique. Voilà. Et une troisième quasi-certitude, voilà, mais je peux pas prophétiser, donc je préfère être transparent là-dessus, un diplôme national de licence. Oui, derrière. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accompagnement des étudiants. Je voulais savoir comment ça se traduit et Ouais. particulièrement en leur physique, Ouais. que c'est apprécié. Oui, alors quand je parlais de l'accompagnement pédagogique, je le signalais pas pour le cadre du cours magistral. Effectivement, le cadre du cours magistral, c'est le format qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors bien sûr, ça n'empêche pas l'interaction, d'ailleurs là, c'en est la preuve. Mais ce que je voulais dire dans cet accompagnement, c'est que les enseignants sont soucieux d'accompagner en répondant aux questions des étudiants en dehors des cours, et notamment le responsable du cycle. Donc, moi, je suis prêt à recevoir les étudiants qui seraient en difficulté ou qui se poseraient des questions sur leur cursus. Donc, c'est ça, en fait, dont il est question. D'accord. Et le samedi, c'est aussi en amphi. Et le samedi, c'est aussi en amphi. Alors, là, vous voyez, on n'est pas si nombreux, donc on pourrait faire cours dans une salle qui est plus intimiste, mais donc ça peut être en amphi ou dans des salles qui sont adaptées. Ouais, mais le samedi aussi. Ouais. Oui. J'ai deux questions. Premièrement, pour les samedis, est-ce que vous avez déjà l'agenda Ouais. des samedis Ouais, je peux vous donner les dates. Alors, elles sont toujours sous réserve de modification. Pour une raison simple, c'est que les enseignants peuvent avoir, par exemple, des obligations scientifiques, ça peut être des colloques ou ce genre de choses. Et donc, ça peut déstabiliser les calendriers. Par exemple, pour le premier semestre, je peux vous donner les dates. Hein, là, si vous voulez, je ne les ai pas notées sur le PowerPoint. Mais donc, ce sera le 23 septembre. Je ne sais pas si vous voulez les noter. Donc, le 23 septembre, le 7 octobre, le 21 octobre, le 18 novembre et le 2 décembre. Donc ça, c'est pour le premier semestre. Et pour le second semestre, c'est le 27 janvier, le 10 février, le 2 mars, le 23 mars et le 6 avril. Donc voilà, c'est en théorie les dates. En général, ça ne bouge pas trop, mais voilà, il peut y avoir une exception. Mais ça vous donne déjà une idée. Donc il n'y a jamais deux samedis à la suite en général et en théorie dans le calendrier initial pour ne pas avoir 2 semaines très lourdes à la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, alors ben, allez-y, poursuivez. Est-ce qu'il est possible d'avoir des interruptions entre les années, c'est-à-dire sur la première année, vous la validez, Ouais. et vous Ouais. Oui, bien sûr. Vous avez le droit de faire des années de césure. Oui, oui, non, bien sûr. En fait, vous gardez le bénéfice de votre année, même si vous faites une pause d'un an ou de 2 ans ou même plus. Euh, Comme vous l'avez vu, les modules sont définis. Alors, leur contenu peut un peu varier en fonction des enseignants, évidemment, mais la structure et la forme même du cursus est toujours la même. Elle a été définie précisément pour ne pas varier. Donc quand vous avez validé tous les cours d'une année, eh bien, vous pouvez en garder le bénéfice. Donc pas de problème à ce niveau-là. Oui. Moi, j'avais une question d'abord pour savoir si après le diplôme, est-ce qu'on peut poursuivre à l'intérieur de l'ICP et obtenir peut-être un master en même. J'aurais dû regarder sur le site. Oui, non, mais enfin, vous avez tout à fait raison de poser la question. Alors la réponse est oui, mais pas dans le cadre d'un master du soir. Il y a un master, et d'ailleurs un très beau master, très renommé ici à l'ICP, en philosophie, et il est possible d'obtenir des aménagements. À titre d'exemple, 2 étudiantes de 4e année de l'année dernière ont poursuivi cette année en master, mais avec un format allégé, donc elles vont faire leur master en 3 ans ou en 4 ans, en validant quelques cours par semestre. Il faut savoir aussi qu'en master, il y a moins de cours qu'en licence, donc ça rend aussi les aménagements un petit peu plus possibles, un petit peu plus faciles. Mais il n'empêche que ce sont des cours en journée. Voilà. Donc ça, c'est à savoir, mais c'est tout à fait possible. Et j'avais une deuxième question, peut-être différente. Est-ce que vous pouvez nous donner un
Oui. et qui serait un peu représentatif de la manière dont l'ICP forme. Bah, représentatif, je ne sais pas. En tout cas, pour avoir remis les diplômes la semaine dernière, les profils sont très divers. Certains ont choisi le cycle Phi pour améliorer leurs compétences professionnelles, parce que travaillant en entreprise, ils avaient envie de se poser des questions, par exemple, sur la recherche et le développement, sur les questions environnementales ou les questions sociales. D'autres l'ont fait par reconversion. Et d'ailleurs, j'étais très heureux d'apprendre que l'un de mes anciens étudiants, qui était fonctionnaire, donc il a pu passer le concours de manière un peu prématurée de l'agrégation, quelques mois après la fin de son cycle Phi, a obtenu l'agrégation de philosophie. Voilà, d'autres l'ont fait par curiosité, par plaisir, mais en tout cas, tous ceux qui ont terminé sont très contents. Sont très contents de leur formation. Donc il n'y aura pas si vous voulez, de figure type de l'étudiant, parce que même si vous avez l'occasion de discuter ensemble après la réunion, vous verrez que vous venez d'horizons très différents et que vous avez des intentions tout à fait différentes en venant dans ce cycle. Ce serait très difficile de créer un portrait robot de l'étudiant du cycle Phi. Oui ? Est-ce qu'il y a une passerelle entre le cycle Phi et des cycles plus traditionnels en fait? Supposons que l'on fasse 2 ans au cycle Phi, Ouais. que l'on valide 2 années au cycle Phi. Est-ce qu'on peut par exemple basculer vers une licence de jour, voire même une licence dans une autre université? Alors, Ou est-ce que le cycle Phi, c'est, là, je vais pas dire un engagement, mais on ouais. fait son cycle Phi sur 4 ans, quoi. Ouais. Bah, si, en fait, c'est ça. Comme c'est une formation qui est complètement particulière, complètement singulière dans le paysage, vous aurez du mal à faire valoir en fait des formes d'équivalence. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut éditer des bulletins avec les notes, mais ensuite vous passez dans des commissions d'équivalence, alors que ce soit pour passer en licence ici ou pour aller dans une autre université. Donc ça ne vous empêche pas de candidater ailleurs. Par contre, ça ne vous promet pas que vous pourrez bénéficier d'une équivalence ailleurs. D'accord, donc Voilà. c'est clair, c'est quand même... Mais comme vous voyez, comme vous avez 6 cours par an, Oui, d'accord. c'est très compliqué de faire valoir une équivalence pure et simple. Alors ça se fait par exemple en prépa. Hein. Parfois, quand on sort de prépa, on n'a fait pas tant de philo que ça, pas tant de philo que ça, et on peut avoir une équivalence à la fac. Ça arrive. Mais en tout cas, c'est pas le cas du cycle Phi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au distanciel? Oui, je crois qu'il y en a une là-bas. Oui, la question porte donc sur le mi-temps. Une fois que vous avez terminé complètement une année, soit 2 semestres, vous pouvez rejouer la formule. Vous pouvez soit poursuivre en temps aménagé, soit basculer en temps plein ou inversement. Effectivement, il faut avoir complété une année pour se donner à nouveau le choix de la formule. Et je le redis, hein, cette formule du temps aménagé et du temps plein n'est possible, enfin ce choix-là n'est possible que pour la première et la deuxième année. Oui, enfin, je pense que vous avez déjà longuement détaillé, mais pour que ce soit clair, en fait, supposons qu'on soit en aménagé là, 3 cours la première année, Oui. on ne peut pas rattraper la deuxième année. Non. C'est-à-dire, et qu'on ait envie l'année d'ensuite, ou plus de disponibilité de Ouais. faire 6 cours en deuxième année, en empiétant sur l'année d'après, pas possible. Non, il faut faire preuve d'une vertu qui s'appelle la patience. Et donc non, il faut avoir intégralement validé tous les cours d'une première année pour intégrer la deuxième année ou pour intégrer l'année suivante. Mais comme dans n'importe quel cursus en réalité, hein, vous pouvez pas, par exemple, à l'université, vous pouvez pas ne pas avoir terminé votre première année et commencer à valider des cours de deuxième année. Voilà. Donc c'est vraiment, ça fonctionne par sédimentation. Merci. Bien, je vais peut-être porter un petit peu plus d'attention. Alors, il y a une dernière question. Je prends une dernière question en salle et puis ensuite, en distanciel, je regarderai sur la discussion. Donc, vous pouvez déjà commencer à rédiger vos questions dans la discussion, en tout cas pour les questions qui n'auraient pas été évoquées.
Oui, je vous laisse la parole. Par rapport au taux d'abandon que vous évoquiez entre l'année 1 et l'année 2, est-ce que vous voyez un lien avec le mi-temps ou pas mi-temps? Est-ce que c'est des sujets de charge qui font Je suis désolé, j'ai pas entendu le début de la question. Je dis sur le taux d'abandon entre l'année 1 et l'année 2, Ouais. est-ce que vous liez les choses avec un mi-temps ou un plein mi-temps et des sujets de charge qui feraient que les gens continuent le temps? Ouais, alors, Il y a plus de réussite en mi-temps. ouais, il y a plus de réussite en mi-temps. Oui, parce que les gens veulent Ouais. faire toute la première année et c'est une charge de travail et ils n'arrivent pas à concilier les deux. Donc, plus d'abandon en première année. Voilà, donc il y a, si on veut dégager des tendances, il y a une réussite un petit peu plus franche en temps aménagé qu'en temps plein. Et quant à parler d'abandon, je ne pense pas que ce soit le terme adapté parce que il y a beaucoup d'étudiants en fait qui sont venus se former à la philosophie pour plein de raisons différentes et qui sont un peu satisfaits de ce qu'ils ont fait en un an ou en 2 ans. Et puis après, la vie aussi ne leur permet pas forcément de continuer sur 4 ans. Et comme l'indiquait l'un d'entre vous tout à l'heure, comme l'objectif n'est pas toujours le diplôme, la diplomation, en réalité, on peut trouver ce qu'on était venu chercher en 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin ça dépend en fait des personnes. Donc c'est plutôt l'achèvement d'un cycle personnel plutôt qu'une forme d'abandon ou de renoncement. Voilà. Enfin en tout cas, dans les témoignages que j'ai pu avoir de mes anciens étudiants, c'était plutôt ce registre-là de discours qui était tenu. Voilà. Après oui, il y en a qui abandonnent, bah, ça c'est inévitable, mais comme dans toute formation, hein, qui abandonnent en cours d'année parce que c'est trop pour eux, mais comme d'autres renoncent à suivre des cours de yoga. Il y en a qui ont rigolé, donc il y en a qui ont déjà renoncé à des cours de yoga. Oui. C'est une question peut-être un petit peu bête, mais supposons qu'on ne valide pas tous ces cours la première année, Oui. pour un tas de raisons, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a la session de rattrapage, en Ouais. quelque sorte, et supposons qu'on n'ait pas validé des cas, par exemple. Qu'est-ce qui se passe l'année suivante? Alors, la question pour ceux qui sont en distanciel porte sur la validation des cours. Que se passe-t-il si on n'a pas validé le partiel du premier coup? Donc, si on ne le valide pas du premier coup, on a une deuxième chance. Ça s'appelle pas le rattrapage, ça s'appelle le second groupe, mais bon, on va dire rattrapage, on est entre nous. Donc on passe le rattrapage, et alors là si on n'a pas le rattrapage, ben, ça veut dire qu'on n'a pas validé sa matière, et donc quand on n'a pas validé une matière, ben, on redouble. On redouble. Ouais. On redouble le semestre qui est concerné par la matière. Mais c'est possible. C'est possible de redoubler, oui. Ouais. Mais c'est un redoublement, oui. Pardon? Oui. Alors après, si vous voulez que je rentre dans le détail plus technique, on valide en fait par briques, c'est-à-dire par semestre. Pour valider un semestre, il faut avoir une moyenne supérieure à 10 sur 20 dans un semestre. Donc vous pouvez être nul sur des cartes, mais évitez quand même parce qu'il faut être bon sur des cartes. Vous pouvez être nul sur des cartes, mais excellent sur la philosophie générale ou sur Platon, et donc ça compense. Donc si vous avez eu 18 sur Platon, vous êtes tranquille, vous pouvez avoir une mauvaise note sur Descartes. Non, je plaisante, mais donc voilà, ça se compense. Donc vous avez le droit aussi d'être moins performant aussi dans un partiel, ça peut arriver, ou d'avoir moins d'affinité avec un auteur qu'avec un autre, ou avec des problématiques qu'avec d'autres. Voilà. Oui. Donc c'est 10 de moyenne générale et pas 10 par matière. Ouais, c'est ça. C'est 10 de moyenne sur un semestre. Ouais. Ouais. Et pour le temps aménagé, c'est la compensation des 3 cours à l'année. Voilà. Et pour le temps aménagé, voilà, c'est la compensation des 3 cours à l'année. Je le redis, pardon, je le répète pour... Pardon? Non. Et par contre, les 2 semestres de l'année ne se compensent pas. Si vous avez obtenu 14 au premier semestre, mais que vous n'avez que 3 au deuxième semestre, ben le deuxième semestre... Enfin, même en fait, pardon, non, mon exemple est mauvais. Si vous avez 9 au deuxième semestre, vous ne faites pas la moyenne de 14 et de 9 pour valider votre année. Ça se valide par semestre. Ah, j'ai été clair ou pas? Parce que... Oui. Oui. C'est juste une précision. Vous avez parlé de 80 personnes inscrites en première année, enfin environ, Ouais. sur
sur ces 80, par exemple, quelle est la proportion des temps aménagés et des temps en moyenne, quoi. Mais C'est une fourchette, ouais, il y a à peu près un tiers de temps aménagé, un tiers. ouais, pour 2 tiers de temps plein, à peu près, voilà. C'est ça, hein, les proportions, hein. Alors, je lis un petit peu les questions pour ceux qui sont en ligne, et puis éventuellement, je reviendrai vers la salle après. Alors, permettez, je vais m'asseoir parce que c'est plus petit. Alors, il y a une question qui porte encore sur la convention. En fait, la convention, même si elle n'est pas là dès le début de votre première année, mais qu'elle est là en cours de cursus, ça vous permet de valider votre diplôme national de licence. Donc, effectivement, c'est bon à savoir. S'il n'y a pas la possibilité de suivre en présentiel, il n'y aura pas possibilité d'aller au-delà des 2 premières années. Oui, effectivement, c'est la conséquence. Comme le distanciel n'est pas possible pour la 3e et pour la 4e année, en tout cas pour le moment, ça ne sera pas possible de continuer le cursus, sauf à suivre le cursus en temps plein et en présentiel. Ça dépend de nos effectifs, donc c'est quelque chose dont je ne suis pas maître non plus. Voilà. Est-il possible d'avoir des précisions quant à la démarche concernant une demande de suivi de cours en distanciel exclusivement en temps aménagé? Donc c'est une personne qui vient de Belgique qui pose la question, et donc par exemple le fait de vivre en Belgique est un motif acceptable. Voilà. Donc si vous voulez suivre les cours en distanciel, vous avez le droit de déménager en Belgique. Mais sinon, le mieux, c'est de venir en présentiel. Donc oui, vous serez la bienvenue en vous connectant depuis la Belgique. À titre d'exemple, il y a déjà des étudiants qui se connectent depuis Malte, depuis l'Angleterre, depuis le sud de la France et depuis le Portugal aussi, je crois. Voilà, donc ils sont assez rares, hein, sur toute une promotion. On parle de 3, 4, 5 personnes maximum. Mais ça arrive, et c'est aussi pour ça que le distanciel est fait. En revanche, après la 2e année, à la fin de la 2e année, s'il n'y a plus de distanciel, ce ne sera pas possible de poursuivre le cursus. Et oui, et je l'ai signalé tout à l'heure, mais je le répète, les partiels, en revanche, se font toujours en présentiel. On ne peut pas valider son partiel en distanciel. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait plus de conventions pour le moment? Comme je l'indiquais tout à l'heure, les conventions en fait sont datées, elles ont une date de validité, et l'université précédente n'a pas souhaité la reconduire. Donc après, c'est à nous de dégager une nouvelle convention avec une autre université. Alors, outre les prérequis académiques, quels sont vos critères d'admission, projet, intérêt pour tel ou tel domaine, motivation du candidat? Effectivement, la motivation, c'est un élément important. Ça ne sera pas nécessairement un élément discriminant, parce qu'au fond, tous les motifs sont bons. Mais la lettre de motivation, c'est aussi l'occasion pour chaque candidat et pour chaque candidate de se demander les raisons qu'on a de vouloir faire de la philosophie. Parce que, comme vous l'avez compris, c'est aussi une formation qui est assez lourde. C'est une licence, hein, donc ça demande un certain investissement. Et donc, il n'est pas inutile de se demander d'abord à soi, avant de demander à entrer dans cette licence, de se demander à soi pourquoi on a envie de réaliser cette licence. Donc ça, c'est, à mon sens, le plus grand des prérequis, au-delà des prérequis académiques, au-delà donc de l'obtention antérieure d'une licence. Donc c'est ça qui va attirer évidemment notre attention. Mais j'ajoute encore une fois que ça n'est pas discriminant. Comment sont organisés les crédits ECTS pour les 8 semestres? Alors, comme vous avez peut-être vu sur le calendrier, enfin sur le tableau que j'ai diffusé tout à l'heure, je peux peut-être le réafficher. Alors. Voilà. Vous avez donc parcours validé, 5 crédits ECTS. Voilà comment ça s'organise. Et si vous faites le total sur tous les 8 semestres, ça vous donne le nombre de crédits nécessaires à l'obtention de la licence.
Peut-on panacher présentiel les samedis par exemple et distanciel? Oui, c'est une possibilité, mais qui suppose l'examen de la demande par moi-même. Il faut le motiver, il faut l'expliquer, il faut en expliquer les raisons. Mais évidemment que si vous n'êtes pas en capacité de venir les mardis soirs et les jeudis soirs, c'est déjà très bien si vous pouvez venir le samedi. Les frais d'inscription sont-ils exigibles dans leur entièreté au moment même de l'inscription administrative? Alors, il est possible de faire des échéanciers auprès du secrétariat universitaire. Alors ça regarde un autre service, donc ce n'est pas la faculté de philosophie qui accepte ce genre de démarche, mais c'est une demande qui peut être faite au moment du paiement des frais d'inscription auprès donc, du secrétariat universitaire. Et donc, ouais. Ouais. Ouais, l'échelonnement, ouais. Ouais. Donc voilà, donc au moment de payer les frais de scolarité, effectivement, on vous propose cet échelonnement à ce moment-là. Quels sont les horaires de cours en 3e et 4e année? Sont-ils regroupés pour faciliter le présentiel pour ceux qui ne résident pas en région parisienne? Alors non, les cours ne sont pas regroupés, ils sont aux mêmes horaires qu'en première et en 2e année. Il y a une petite subtilité, cela dit, c'est qu'en 4e année, il n'y a plus de cours le samedi. Il n'y a cours que le mardi soir et le jeudi soir, puisque les cours du samedi sont remplacés par 2 validations. La première porte sur une dissertation de licence, donc c'est un premier travail de recherche, alors pas exactement un mémoire de master, mais c'est un premier travail de recherche individuel, donc assez créatif, qui se réalise pendant toute l'année, pendant toute la 4e année, sous la direction d'un enseignant du cycle. Et un oral de maturité qui est validé à la fin. Je vous le disais, les compétences orales sont aussi validées sous cette forme-là. Oral de maturité qui consiste à situer une problématique philosophique ou un texte philosophique dans la culture philosophique que vous avez acquise pendant tout votre cursus. Donc les cours ont lieu au même moment, les mardis soirs, jeudi soir et samedi, et pas le samedi, donc en 4e année. Voilà, je crois que j'ai épuisé toutes les questions qui étaient en ligne. N'hésitez pas à en poser d'autres. Si d'autres apparaissent, j'y répondrai. Et peut-être qu'il y en a d'autres encore dans la salle qui se poseraient des questions. Oui. Peut-être que j'insiste un peu dessus. Non, mais... C'est sur la notation ou l'évaluation. Oui. Est-ce que c'est comme à l'université, c'est sur la notation de l'année? C'est pas pour toi. Peut-être qu'on peut le savoir en introspectant, entre guillemets, mais en général, on n'a aucune autre indication que la note. Oui. Dans le parcours de formation, là, est-ce qu'il y a continu, on a une indication, Ouais. Ouais. Alors effectivement, le contrôle continu, dont il a été question tout à l'heure, a précisément cette vocation aussi de faire progresser les étudiants. C'est pourquoi il est réalisé pendant le semestre et qu'il est rendu par les enseignants aux étudiants avec des remarques destinées à les faire progresser, à pointer les difficultés ou les qualités du travail. En revanche, pour le partiel, c'est une note qui est plutôt une note de sanction qui valide ou qui invalide les compétences du candidat dans une matière donnée. Donc là, l'appréciation générale est simplement là pour justifier une notation, donc pour signifier à l'étudiant s'il a réussi ou pas ce qui lui était demandé, l'exercice qui lui était demandé. Et donc le contrôle continu a précisément la vocation de faire progresser. Donc vous aurez beaucoup plus d'annotations sur une copie de contrôle continu que sur une copie de partiel. Et d'ailleurs, les copies de partiel en général ne sont pas rendues aux étudiants. Enfin, elles ne le sont pas. Elles peuvent être consultées si vous faites une demande dans le cours du semestre suivant. Ensuite, vous avez le droit de les consulter simplement. Vous ne pouvez pas les récupérer. Mais si vous avez besoin de vous rassurer ou si vous avez besoin d'une indication, vous pouvez le faire. Voilà. Puis vous pouvez aussi... j'ai des étudiants déjà qui souhaitaient en savoir davantage sur leur notation et qui ont pris rendez-vous avec moi. Donc ça peut se faire aussi éventuellement à la marge. On ne fait pas une grande réunion où on reçoit tout le monde, mais s'il y a des grands enthousiastes ou des grands déçus, on peut évidemment prendre ce temps-là. Oui. J'ai une question. Donc vous avez indiqué que le partiel de janvier, c'était le samedi 13 janvier. Oui. Et quand est-ce que commence le second semestre ensuite? Est-ce qu'il y a Ouais. une interruption pédagogique? Ouais, non, il n'y a pas de... Oui.
J'ai plus la date en tête exactement, mais ça doit être autour du 23 janvier, le début du... D'accord, donc on ne s'arrête pas tellement en fait. On s'arrête pas tellement. Personne ne s'arrête. Personne ne s'arrête. Ça commence le 11 septembre et ça finit en mai. Non, non, ouais, vous avez raison de poser la question. Les rythmes universitaires ont beaucoup évolué depuis quelques années. Ne serait-ce que la rentrée qui peut-être était pour certains d'entre vous en octobre il y a quelques temps. Maintenant, c'est en septembre, c'est même quasiment début septembre. Et les 2 semestres s'enchaînent, hein. Une fois que vous avez terminé vos partiels, à peine reposés, vous reprenez les cours. Donc effectivement, il n'y a pas de pause pédagogique, il n'y a pas d'interruption d'une semaine. Et d'ailleurs, les partiels sont après les vacances, spécialement pour vous les gâcher. D'autres questions? Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle question en distanciel concernant le temps aménagé. Comment s'effectue le choix des cours pour l'année et à qui devons-nous préciser ces choix? Alors, la précision des choix, elle est faite par vous-même et pour des raisons qui sont les vôtres. Ça peut être des raisons de disponibilité ou de préférence. Je l'indiquais tout à l'heure et je profite d'avoir encore le tableau sous les yeux. Ce que je recommande en général aux étudiants, c'est de suivre les choses de manière la plus chronologique possible. C'est-à-dire commencer par le cours sur Platon, pardon. Non, c'est dommage, Platon ne fait pas partie des enseignants. On enseigne Platon, mais Platon n'est pas là. Platon, Aristote, et puis l'un des 2 cours de philosophie générale. En général, c'est un bon calcul de commencer comme ça, mais il n'y a pas non plus de contre-indication pour faire un autre choix. Et ce choix est indiqué au moment de votre inscription. C'est-à-dire que quand vous allez candidater au cycle Phi, vous allez avoir la possibilité donc de vous inscrire soit en temps plein, soit en mi-temps. Et quand vous choisissez l'onglet mi-temps, bah, c'est à ce moment-là qu'on vous demande de préciser votre préférence pour les 3 cours. Et c'est vous qui êtes parfaitement maître de votre choix. Donc c'est à vous de dire les 3 cours que vous choisissez. Ouais. Il n'y a pas de cours qui ont lieu le même jour. Ouais. Non, mais c'est premier semestre, deuxième semestre. Ouais, si vous êtes en temps aménagé, bah regardez. Ouais, c'est peut-être parce que c'est un peu de gymnastique. Bah, si vous prenez 3 cours, par exemple, vous prenez le cours sur Platon, qui est le jeudi, et le cours de philosophie générale 2, qui est le jeudi. Bah, vous pourrez le prendre parce que c'est semestre 1 et semestre 2. Petite indication d'ailleurs, vous voyez, vous avez 1 et 2. Ça n'est pas une mise en série. Hein. C'est-à-dire que faire le cours de philosophie générale 2 ne suppose pas déjà d'avoir validé le cours de philosophie générale 1. C'est une nomenclature qui nous permet de repérer les cours, mais c'est pas, voilà, c'est pas philosophie générale 1 n'est pas la condition du suivi de philosophie générale 2. C'est qu'il y a 2 modules de philosophie générale dans tout le cursus. Et si l'on fait une demande en temps plein, est-il possible de modifier son inscription pour passer en temps aménagé? Alors c'est possible, mais une fois que vous avez fini votre année en temps plein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que se rejoue à chaque fin d'année validée, donc 2 semestres validés, votre possibilité de passer en temps aménagé ou en plein temps. Petit indice, si vous vous posez la question, c'est que c'est plutôt le temps aménagé. Et, enfin, je pense que c'est un bon indice. Hein. C'est-à-dire que si ça nous effleure l'esprit que ce sera peut-être trop le temps plein, c'est vraisemblablement que ce qui est le plus adapté, c'est le temps aménagé. Sauf si vous vous sentez capable ensuite de dégager du temps et que vous êtes prêt à accepter d'avoir 12, ce qui est quand même pas si mal. C'est une question vraiment très très pratique. Ouais. Sur la plateforme, quand on a commencé à remplir une candidature en temps aménagé, Oui. et que finalement on se ravise et qu'on veut rebasculer et faire une candidature, je n'ai pas vu d'onglet pour pouvoir revenir en arrière. Bah, vous ne revenez pas en arrière. C'est 2 entrées différentes en fait. À ce moment-là, Alors, d'accord, on recommence une Recommencer. procédure, mais on va pas au bout de la première. vous déclinez le temps aménagé, vous avez la possibilité de décliner et vous refaites une candidature en temps plein. Ok, très bien. Voilà. Mais il y a possibilité de décliner puisqu'on vous demande de confirmer. Si Et là, vous on ne confirme confirmez pas. pas et que vous refaites une demande,
D'accord, j'ai compris. Donc on recommence tout à zéro. Ouais. Bah, vous recommencez tout non, puisque vous aurez déjà téléchargé vos pièces. Vous faites une nouvelle demande d'inscription en temps plein. À temps plein. Voilà. Je le redis dans le micro pour que ceux qui sont en distanciel l'entendent aussi. Donc, imaginons que vous ayez choisi le temps plein et que finalement vous vous ravisez et que vous vouliez passer en temps aménagé et que votre candidature est en cours, ou le contraire, hein, temps aménagé, finalement vous voulez passer en temps plein. Vous déclinez, c'est-à-dire que vous mettez fin à votre candidature temps aménagé ou temps plein et vous recommencez une démarche de zéro, temps plein ou temps aménagé en fonction de ce que vous voulez. Et puis comme vous avez déjà un compte, bah, les pièces que vous aurez déjà téléchargées seront disponibles. Voilà. Et vous pouvez adresser un mail au secrétariat pour indiquer que vous souhaitez changer pour plus de sécurité. Oui. D'accord. Et alors l'adresse du secrétariat, elle est indiquée hein, dans les démarches que vous faites, mais je peux vous la donner, c'est scolarité.philosophie@icp.fr. Scolarité.philosophie@icp.fr. Voilà, mais vous inquiétez pas, cette adresse circule dans les échanges de mails et dans les démarches que vous avez à faire. Oui. Ouais. Alors ça c'est un cas un peu particulier. Donc là il faudra qu'on voit précisément votre dossier. Enfin quand je dis on c'est vous et moi et donc on pourrait regarder ensemble effectivement votre dossier. Donc là ça peut éventuellement s'envisager mais je ne peux pas vous le garantir parce que ça dépend de votre dossier. D'autres questions? J'ai l'impression que maintenant vous savez tout. Je vous remercie de votre attention, merci d'être venu, merci d'avoir assisté aussi à cette réunion pour ceux qui sont en distanciel. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que le son et l'image étaient bons pour ceux qui étaient à distance. Ah oui, il y a une dernière question. Quand aura-t-on la réponse sur les demandes d'inscription ? Je ne l'ai pas dit, mais quand vous déposez un dossier, on est assez réactif. En général, ça va assez vite. Hein, ça suppose quelques jours quand il n'y a pas de bug système. Mais sinon, voilà, on vous répond assez rapidement. Donc, vous êtes notifié, vous recevez un mail qui vous indique l'avancée de la procédure. Voilà. Bien, merci encore et j'espère vous retrouver à la rentrée pour le cours de philosophie générale pour ma part, mais aussi avant à la réunion de pré-rentrée. Bonne soirée.